Ok, normalement on est live. Yes, super. Alors pour les personnes qui verront ce live dans un deuxième temps, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ma dernière publication. Comment est-ce qu'on pouvait en fait optimiser l'utilisation du glucose. Et j'ai pensé faire un petit live pour vous expliquer ce que vous pouvez faire avec des analogies simples et des applications pratiques. Donc ce live sur l'optimisation de l'oxydation du glucose va rester bien sûr ici et il sera disponible sur mon profil en tout cas 24 heures. Et je vais pouvoir profiter de ce temps pour répondre à quelques questions en plus. Donc petit thème, je pense que ça me prendra une dizaine de minutes, vous parler de ce côté-là. Et ensuite, je prendrai quelques questions, le temps de reprendre les autres choses que j'ai à faire aujourd'hui. Voilà, donc salut tout le monde, bienvenue aux personnes qui viennent de rejoindre ce live. Hey, Axe Trainer, si vous ne suivez pas ce fou du powerlifting, allez le suivre tout de suite. Non, je résume, je vais ici parler donc de l'amélioration de l'oxydation du glucose et il va falloir comprendre en tout cas deux choses. Un, ça va être comment l'optimiser et deux, ça va être comment éviter ce qui empêche une bonne utilisation du glucose. Et je vais commencer par une petite analogie. Un dernier coucou à tout le monde et puis je commence directement les explications. Donc, l'idée était de comprendre comment est-ce qu'on pouvait améliorer notre utilisation du glucose. Donc j'essaye de vous expliquer qu'il ne faut pas avoir peur des nutriments en soi, mais qu'il faut améliorer notre capacité à les utiliser, à les gérer, à les digérer. Petit jeu de mots nul de ma part, mais bon, voilà. Je suis mon meilleur public, donc je suis content de mes propres blagues, c'est tout ce qui compte. Ce que j'aime bien comme comparaison, c'est si vous donnez 1 000 € à quelqu'un. Imaginez dans votre entourage quelqu'un qui gère ça super facilement. Il reçoit 1 000 €, il sait exactement quoi en faire, il a des projets, il a des visions, il a des choses concrètes à faire avec. Il sait si ça va être utile ou non d'utiliser cet argent pour telle ou telle chose, etc. Coucou Julie. Et donc cette personne va bien gérer son argent. Rien de spécial. Donnez ces mêmes 1 000 € à quelqu'un qui a tendance à faire pas mal d'achats compulsifs, qui ne sait pas trop gérer son argent. Bon, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui est spontané et qui va pouvoir épuiser ces mêmes 1 000 € en l'espace d'un claquement de doigts. C'est la même chose. C'est les mêmes 1 000 €, mais c'est la gestion de cet argent qui n'a pas été la même chose. On reprend cette analogie et puis on va parler du glucose maintenant. Imaginez, vous avez 50 grammes de glucose. 50 grammes de glucose, ça tombe vous dire, oh, il n'y a rien de pire. Ça ne peut pas être pire que de consommer 50 grammes de glucose, peu importe finalement la source d'aliment, peu importe si elle est liée avec d'autres choses dans l'alimentation, peu importe si la personne est un athlète de haut niveau juste après une séance de musculation. Non, il y a un contexte pour tout. Et l'idée, c'est que cette quantité va dépendre de comment est-ce qu'elle est gérée. Avec le mauvais jeu de mots, comment est-ce qu'elle est digérée, comment est-ce qu'elle est assimilée, comment est-ce qu'elle est stockée et comment on va l'utiliser. Et c'est ça toute la nuance. Donc la première chose à comprendre, c'est que 50 grammes de glucose pour monsieur et puis 50 grammes de glucose pour cette autre personne, c'est pas la même chose. Donc il y a déjà toujours une notion de contexte. Première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, l'énergie qui va arriver dans vos cellules, on va parler d'ATP au final, mais je vais essayer de simplifier, vous mangez. Vous avez une alimentation qui va vous apporter des nutriments. Ces nutriments vont pouvoir être plus ou moins bien utilisés pour qu'au final, vous ayez de l'énergie au niveau de vos cellules. Et cette étape finale s'appelle la respiration cellulaire. Donc oui, vous allez respirer, vous allez ventiler, vous allez obtenir de l'oxygène, tout ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et cet oxygène, s'il est utilisé correctement, va, c'est un peu abstrait, mais je vous donne le terme et ensuite je vous explique, va représenter ce qu'on appelle un accepteur final d'électrons dans cette chaîne de nutriments que vous allez recevoir. Donc, c'est un petit peu comme si je vous disais, vous mangez finalement pour avoir un flux d'électrons. Bon, c'est totalement abstrait pour vous, mais imaginez une rivière comme ça qui passe et qui fait sa vie. Et l'idée, c'est que vous puissiez bien accueillir, entre guillemets, la rivière. C'est un petit peu ça, l'alimentation. Enfin, j'aime bien cette analogie. J'espère que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, tant pis, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Et le fait de pouvoir l'accepter au final avec l'oxygène, ça permet de faire ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative du glucose, un terme un peu compliqué pour dire que oxydation avec l'oxygène, on va pouvoir en gros fabriquer de l'ATP grâce à ce flux d'électrons qui est bien accepté. Donc déjà, rien que philosophiquement parlant, vous comprenez que bien vivre, quelque part, apporter suffisamment d'énergie à nos cellules, c'est une manière de bien accueillir un flux d'énergie. Alors on parle de flux d'électrons, on parle d'accepteur final d'électrons avec l'oxygène, ok d'accord. Oubliez ces termes compliqués, mais pensez à un truc. Si ça fonctionne bien, l'énergie circule bien en vous.
Je parle d'ATP, hein, je suis absolument ouvert à d'autres démarches spirituelles ou autres, mais dans l'idée, ici je parle vraiment d'un truc extrêmement concret, pas quelque chose de controversé ou autre. On absorbe un flux d'électrons en gros via les nutriments qu'on va tirer de l'alimentation grâce à la digestion. Et l'idée, c'est qu'au niveau de nos cellules, on puisse utiliser notamment le glucose pour en faire de l'énergie. Est-ce que nos cellules respirent bien? C'est ça l'idée. Il y a des choses qui peuvent empiéter sur la respiration cellulaire. Donc vous avez des cellules qui sont en galère de respiration, si je veux faire simple. Et ces galères-là, entre guillemets, ça peut représenter des trucs qui sont en gros un peu cassés, brisés dans votre moteur, on pourrait parler des mitochondries, dans votre moteur de respiration cellulaire. Et il y a certains complexes de la respiration cellulaire, j'essaie de vulgariser, hein, qui peuvent être encrassés, entre guillemets. Un qui est très connu et dont on a déjà parlé, je dirais mes collègues et moi, depuis quelque temps, c'est le complexe 4, voilà, si vous voulez retenir, qui s'appelle la cytochrome C oxydase, pour ceux qui veulent s'amuser avec les noms. Et ça peut être bloqué par quelque chose qu'on appelle le NO, l'oxyde nitrique. Et c'est bloqué de manière quasiment irréversible. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir quelques trucs, comme par exemple la lumière rouge, Monsieur le Soleil, merci beaucoup pour ce que vous faites, qui peut débloquer quelque part, dissocier ce NO de ce complexe-là, vous avez un moteur, il est là, tout va bien, mais il y a une pièce. Je vais être un peu informel, il y a une putain de pièce qui ne marche pas. Et du coup, votre mitochondrie, celle-là en l'occurrence, hein, elle n'arrive pas à générer de l'ATP. Et heureusement, il y a plusieurs mitochondries dans vos cellules. Il y en a plusieurs centaines, il y en a certaines qui montent de tête au-delà du millier. Donc, vous avez plusieurs mitochondries. Mais l'idée, c'est qu'elles fonctionnent toutes bien pour que vos cellules respirent, pour que vous ayez de l'énergie au niveau des cellules. Et c'est ça que j'essaie de vous dire. La différence entre quelqu'un qui ose plus manger de glucides et quelqu'un qui se dit « Ok, je mange des glucides, mais moi j'ai des cellules, j'ai des putains de cellules quoi. Elles métabolisent super bien, elles sont capables, avec les mitochondries qui tournent bien, créer une grande quantité d'ATP. C'est des mitochondries qui sont aussi capables de générer une certaine chaleur, donc j'ai chaud, je me sens bien, j'ai de l'énergie. C'est ça qu'on veut. C'est pas diminuer le moteur, enfin diminuer ce qu'on donne dans le moteur. On part d'une Ferrari, on met moins d'essence, on devient une voiture un peu intermédiaire, on met encore moins d'essence et au final on est quoi? On est tous des Twingo? C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de garder en gros un flux d'énergie important mais à la fois efficient, cohérent d'une certaine manière qui permet de continuellement alimenter nos cellules. Je ne sais pas si c'était clair, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer à travers ces messages. C'est que les glucides ne sont pas le problème au même titre que l'argent n'est pas le problème. C'est ce que vous en faites, comment vous le gérez. Et j'espère avoir clarifié un petit peu la situation parce que certains pensent que je ne considère pas que des personnes peuvent mal digérer les glucides. C'est tout l'inverse. C'est justement qu'on a énormément de choses à faire pour améliorer notre digestion des glucides, notre assimilation des glucides, notre stockage des glucides, mais notre utilisation aussi. C'est ce qui fait qu'on a de l'énergie, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, c'est ce qui fait pour ceux qui sont fans de musculation qu'on a une bonne congestion quand on fait de la musculation. Et puis, c'est ce qui fait aussi que vous êtes de bonne humeur toute la journée, vous n'avez pas de coups, les fameux coups de barre comme ça, pour que certains aiment bien appeler l'hyperinsulinémie postprandiale. Donc après un repas, si vous aimez bien donner le terme technique de quelqu'un qui n'a pas bien géré son arrivée de glucose, on parle d'une hyperinsulinémie, une grande quantité d'insuline. Postprandiale, c'est un terme pédant pour dire après manger. Donc en gros, le coup de barre après manger, c'est quelqu'un qui ponctuellement, en tout cas à ce moment-là, n'a pas réussi à bien gérer son équilibre physiologique au niveau notamment de la glycémie et a eu un contre-coup quelque part, un peu un coup de barre. Mais le problème, c'est peut-être même pas les glucides, c'est peut-être encore une fois comment le moteur tourne pour accepter ces glucides. Voilà le message. J'espère que c'était clair, c'était relativement bref, mais c'était pour expliquer qu'il ne faut pas avoir peur du carburant, il ne faut pas avoir peur du glucose, il ne faut pas avoir peur de l'argent. C'est comment vous l'utilisez. Et c'est ça toute la différence, c'est la dynamique, c'est l'organisation de cette énergie-là. Et voilà, c'était ça le message globalement. Donc j'espère que c'était clair et je vais remonter un petit peu dans le chat, voir s'il y a 2-3 questions. J'ai quelques minutes là, si je peux répondre à des questions, c'est avec plaisir, donc je vais profiter d'être en live. Alors là, c'était surtout des bonjours que j'ai eus, j'espère que vous allez bien. Et je vais regarder les premières questions. Alors... Je suis glucide, non, commencez pas avec c'est chou Coralie, mais... D'ailleurs, il y a un terme que tu es la première à avoir utilisé, c'est « je me glucide avant l'entraînement ». J'ai trouvé ça très drôle, mais... super, si c'était clair, d'accord. Alors, j'ai une question de Oamir Gebara 41. Pour un diabétique âgé de 14 ans, combien de protéines constitue par kilo? Oula.
Alors ça va être compliqué parce que j'aurais besoin d'autres données de ta part, mais je vais te donner quand même quelques explications. Euh, les diabétiques, donc on va parler du diabète de type 2, je ne sais pas si tu parles d'un diabétique de type 1, mais je vais parler personnellement, pour donner quand même des éléments de réponse, d'un diabétique de type 2. À 14 ans, ça a quand même pas mal de chances d'être un diabète de type 1, sans rentrer trop dans les détails et sans rentrer éventuellement dans un discours peut-être un peu plus poussé qui permettrait de séparer un petit peu moins que par une typologie et une autre le diabète, parce qu'il y a des choses qui se rejoignent, il y a des choses qui sont plus distinctes bien sûr. Euh, il y a un problème au niveau de la gestion du glucose de manière générale. Un diabétique de type 1, on dit qu'il ne va pas sécréter du tout d'insuline. Un diabétique de type 2, c'est quelqu'un qui va aller de plus en plus vers je tolère pas bien les glucides, je tolère pas bien les glucides à tel point que quand ils montent dans le sang, j'ai rien pour les réguler. Pour faire très simple, et je me ferai incendier par certains collègues s'ils tombaient juste là-dessus, mais c'est une image. Et la partie des protéines que tu vas plus ou moins bien utiliser avec des problèmes d'intolérance au glucose, elle va être quand même différente dans la mesure où euh, l'insuline a un rôle, accroche-toi, qu'on appelle anticatabolique protéique. En français, ça veut dire que dès le moment qu'il y a assez de glucose à disposition, l'insuline va envoyer un signal, c'est bon les gars, on a assez d'énergie, pas besoin de bouffer notre propre corps, pas besoin d'avoir un effet catabolique protéique, par exemple de manger nos propres protéines pour en faire du glucose. Et donc, une bonne gestion de la glycémie dit indirectement une bonne gestion de la quantité d'insuline aussi qu'on va sécréter, parce que c'est quelque part corrélé bien sûr, c'est une bonne manière d'éviter de gaspiller des protéines. Et donc il y a tout un effet à considérer de ce côté-là, et je ne peux pas te donner un chiffre précis. Et par exemple, manger trop de protéines, ça peut avoir un effet sur l'insuline encore plus important. Par exemple, la whey protein, par exemple des protéines qui seront riches notamment en acide aminé qu'on appelle la leucine. C'est un acide aminé très connu des bodybuilders qui a un effet important sur la montée d'insuline. Donc il faudrait d'autant plus compenser quelque part cette montée d'insuline prévue par justement une protéine de haute qualité avec une grande quantité de leucine, ce qui n'est pas le seul critère bien sûr pour une protéine de qualité, de loin pas. Vous n'allez pas prendre des BCA à tout va, enfin je ne vous le conseille pas en tout cas. Et là du coup il faudrait gérer cette quantité de protéines avec une certaine quantité de glucides. Donc je ne peux pas te répondre pour une personne de 14 ans diabétique, sans plus de contexte que ça, combien de protéines tu peux donner. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que essayer de manière générale d'éviter des grosses fluctuations au niveau de la glycémie, ce qui n'est pas uniquement accompli avec le fait de diminuer les glucides, mais par le fait de bien assimiler les glucides, bien les utiliser, bien les stocker au fil de la journée, ce qui est une grosse nuance, parce que quelqu'un peut très bien, je pense à un sportif, peut très bien aller descendre 5 décilitres de jus de raisin, avoir plus de 50 grammes de sucre, et donc sous forme de jus de raisin, mais voilà, c'est 50 grammes de sucre quand même, et pas avoir de perturbation au niveau de la glycémie. Cette personne a une bonne quantité de certaines vitamines, je pense par exemple à la vitamine B3. Si certaines personnes connaissent l'effet de niacinamide, c'est une forme de vitamine B3. Quelqu'un qui a par exemple une supplémentation de vitamine B3 et prend une grande quantité de sucre, vous allez voir sa glycémie après une grosse absorption, assimilation de sucre. Pas de souci les gars, j'ai tout pris, c'est cool, je continue ma vie, tout va bien. Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va avoir justement un gros coup de barre, il ne va pas très bien l'utiliser. Donc la quantité de protéines qu'on utilise est également liée avec la disponibilité en glucose. En bref, je ne peux pas te donner de chiffres précis, il faut regarder avec ton professionnel médical, mais je pense que la gestion de la disponibilité en glucose est très importante aussi pour la partie protéines. Donc on ne peut pas la négliger et parler juste des protéines, toutes seules. Lucie, je ne sais pas si c'est un rapport, mais depuis l'arrêt du gluten au max, plus de coups de barre postprandial. Euh, alors, ça peut être lié indirectement au gluten, ça peut être lié avec où tu vas trouver du gluten. Et par exemple, si tu consommes une grande quantité d'aliments qui contiennent du gluten, tu vas avoir une grande quantité d'amidon. L'amidon, en termes techniques, c'est ce qu'on appelle un polymère de glucose. Donc tu as du glucose, du glucose, du glucose, du glucose, du glucose, une chaîne de glucose. Et en gros, quand ça va arriver dans le sang, une fois que c'est découpé, tu vas avoir un arrivage de glucose important. Si tu prends 50 grammes d'amidon ou 50 grammes de sucre, la différence avec le sucre, par exemple 50 grammes que tu as consommé sous forme de fruits, tu as consommé 2 grandes bananes, je crois que ça doit faire 2 bananes à peu près standard, et ben, tu vas avoir un mélange de glucose et de fructose. Et donc déjà là, l'arrivage direct de glucose est divisé par 2, parce que le reste c'est du fructose qui doit passer par d'autres étapes pour simplifier. Et le fructose peut aider l'assimilation du glucose et le glucose peut aider à métaboliser le fructose. Donc l'un seul, l'un sans l'autre, en gros, peut-être probablement que c'est moins avantageux. Et peut-être que
si tu diminues le gluten, par exemple, au profit de fruits, tu as des fruits de saison, tu vas avoir du coup plus ce coup de barre. Et c'est un truc tout à fait typique des personnes qui, par exemple, le matin mangent pas mal de fruits et à midi mangent des pâtes et du riz. Ce genre de combinaison. Et l'après-midi, ils ont un coup de barre, mais ils n'ont pas un coup de barre après le petit déjeuner. Ça peut être clairement dû aux avantages qu'on a du fructose. Alors, si pour vous, les avantages du fructose, c'est quelque chose de controversé, et que vous avez eu tout le discours opposé, je suis bien sûr au courant de... Bon, je n'aime pas forcément nommer mes collègues, mais là, c'est une personne qui est incontournable dans ce domaine-là. La personne qui a le plus popularisé la diabolisation, si je puis dire, du fructose, c'est le docteur Lustig. Et bon, ben voilà, travailler sur des rats, faire des raccourcis, alors qu'à la base, la personne, je pense, comprend pas très bien à la fois la biologie et puis la nutrition. Elle a fait ce qu'elle a pu pour populariser son truc, mais franchement, bon, je vais être un peu informel, c'est un discours qui est très très peu cohérent et je vous invite à regarder ça avec un regard plus critique et à vous faire plaisir, si vous êtes minutieux au niveau des détails scientifiques, de ces raccourcis en termes d'interprétation. Comme par exemple les doses massives de fructose qui sont données à des souris et non à des hommes pour avoir des extrapolations pour ensuite dire bon bah les hommes vous pouvez pas croquer dans une pomme quoi. On a l'impression qu'on est dans une espèce de secte qui empêche de mordre dans un fruit quoi. Enfin faut pas déconner là. Il parle très bien, bon costard cravate. Pour pas se dire beau gosse et tout, mais bon voilà, c'est pas de la science rigoureuse. Et si vous arrivez au stade d'avoir peur des fruits, bah, vous avez été sacrément entouré par des gens qui veulent vous faire vraiment peur, parce que putain un fruit quoi. Enfin bref. Voilà pour l'idée. Et donc du coup, c'est possible que ce soit ça. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à beaucoup de monde, mais je vais prendre encore quelques questions. Alors, Aloy Style, est-ce que tu as des petits tips justement pour que notre moteur accepte pleinement ce carburant? Oui, alors, une autre analogie que je peux faire, et pour les personnes qui auront suivi le début, ça va donner pas mal de sens, je pense. C'est que on a d'une manière la capacité de nettoyer un peu le moteur, mais on a aussi une manière d'enlever le frein à main. Donc si vous roulez avec un frein à main, je ne sais pas parmi vous qui conduit, mais vous savez que au bout d'un moment vous dites je ne sais pas ce qu'elle a ma voiture, c'est comme d'habitude, je conduis comme d'hab, mais ça va plus doucement, elle répond moins bien, etc. Ah putain je suis con, le frein à main. Voilà. Quand le frein à main part, on se dit waouh c'est incroyable comme ça va mieux. Imaginez cet équivalent-là en termes de capacité à oxyder le glucose. Il y a des choses qui empiètent sur l'utilisation du glucose. Et on parle de compétition entre certains substrats. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir une étude qui s'appelle The Randall Cycle, qui est le cycle de Randall. Je crois que c'est A New Head for an Old Hat, une nouvelle tête pour un ancien chapeau. Ça se traduit pas très bien du coup en français, mais en gros c'est le modèle revisité du modèle de l'époque de Randall, qui dans les années 60, je crois, a déjà proposé cette compétition des substrats, même s'il n'avait pas tout compris à l'époque au niveau de l'opposition. Donc il y a quelque chose qui ont été mis à jour, d'où l'article que je vous recommande ici. Et vous pouvez comprendre que trop de graisse dans le sang peut dire à votre corps concrètement et il y a beaucoup de graisse là, on s'occupe de celle-là, donc on ne va pas pouvoir s'occuper du glucose. Une question de gestion de priorité, quand vous imaginez, il y a plusieurs personnes qui arrivent, vous laissez passer un, puis pas l'autre. Ce n'est pas une opposition stricte, mais c'est une opposition, c'est une compétition quand même. Donc, avoir une grande quantité par exemple de graisse polyinsaturée tout particulièrement, donc avec une grande quantité de liaisons qui ne sont pas saturées en hydrogène, pour ceux que ça intéresse. Donc ceux qui ont une grande quantité de graisse polyinsaturée qui ont été consommées, par exemple beaucoup de pistaches, beaucoup de tournesol, de graines de tournesol, beaucoup de cacahuètes, ce genre de choses. Je sais, désolé pour ceux qui adorent le beurre de cacahuète, j'adore aussi le goût, mais c'est peut-être pas top pour la santé. Vous allez avoir une grande quantité de graisse dans votre système, et là vous allez avoir aussi, après donc digestion, une grande quantité de graisse dans le sang. Et cette grande quantité de graisse dans le sang peut directement empiéter sur l'oxydation du glucose. Dit autrement, vous avez un corps qui gère le mieux qu'il peut, vous envoyez des signaux, voilà beaucoup de graisse, démerde-toi avec, puis il fait ok, bon bah je traite ça en priorité, et du coup le glucose on le laisse un peu de côté. C'est un petit peu l'image, en raccourci bien sûr. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, diminuer, je dirais sensiblement la quantité de graisse polyinsaturée. Ensuite il ne faut pas se dire que vous ne pouvez plus en consommer du tout. Par exemple dans le jaune d'œuf, vous avez quelques graisses polyinsaturées. Vous mangez 2-3 œufs par jour, vous avez déjà quelques graisses polyinsaturées. Mais vous pouvez équilibrer ça aussi avec des graisses structurellement stables pour la consommation humaine, comme par exemple de l'huile de coco, du beurre clarifié, du Swift pour ceux qui connaissent. Et ce sera a priori pas problématique, ou des produits laitiers de bonne qualité. Donc si vous avez pu en plus voir les bêtes se nourrir à l'extérieur, avoir un accès au soleil, etc. Ça peut changer le contenu, je crois, direct en graisse saturée, insaturée via
la vitamine E qui peut être tirée de l'herbe qui a été exposée au soleil. Si vous voulez faire le lien complet, vous pouvez trouver des différences entre ce qu'on appelle le grass-fed beef en anglais, donc le type de ruminant qui a été nourri à l'herbe, grass-fed, et ceux qui ont été nourris par exemple avec des graines, avec du soja, ce genre de choses. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais diminuer les graisses polyinsaturées, ça semble être la meilleure manière d'enlever le frein à main, si vous voyez ce que je veux dire, ce ralentissement de l'utilisation du glucose. Ensuite, peut-être ne jamais utiliser ses muscles, par exemple ne jamais marcher ou ce genre de choses, ne jamais avoir d'exposition au soleil aussi, ça pourrait être quelque chose d'important à considérer. C'est quelques freins comme ça importants auxquels tu peux penser. Alors, ciao Julie, à bientôt. Bonne journée à toi aussi. Lisiane, alors qu'as-tu à dire aux compétitrices de body? Sans question de leur part, rien du tout. Chacun fait sa vie. Après, je vais spéculer un peu parce que je pense que du coup tu t'attends quand même à un développement. Est-ce que du coup on peut bien oxyder le glucose ou est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais le droit de manger de salade et de blanc de poulet? C'est encore autre chose. D'ailleurs, j'ai une très bonne remarque d'un collègue qui s'appelle Axe Trainer, si jamais vous voulez le retrouver, qui disait Will, tu parles de perspective santé, etc. On a l'impression qu'on ne peut pas faire de compétition. J'exagère un peu et c'est pas ce qu'il a dit. Je caricature pour que vous puissiez comprendre. Et donc, on peut avoir l'impression que mon message est opposé à la compétition. Alors, ma compagne fait de la compétition et elle n'a pas été dans des phases où elle était super bien, sa température a des fois chuté à 35 degrés. Et puis, en tant que couple, on va dire que c'est pas les moments les plus faciles à vivre parce que c'est un soutien un peu, voilà, je vais pas vous donner beaucoup plus de détails de ma vie privée, mais c'est pas le meilleur état de santé, de gaieté, etc. Lorsqu'on est en déficit calorique et qu'on diminue les glucides. Elle gardait quand même étonnamment beaucoup de glucides par rapport à, j'ai envie de dire, beaucoup d'autres personnes, mais voilà, ça diminuait quand même drastiquement et pour arriver à un état de sèche de compétition, parce que c'est quand même le but, il faut faire des compromis. Et il y a ce qu'on pourrait appeler un continuum santé-performance. Et à un moment, la performance s'oppose d'une certaine manière à la santé. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une belle expérience et qu'au final la personne ne peut pas en sortir grandie, elle ne peut pas bénéficier d'une expérience incroyable et je pense que c'est quelque chose d'absolument fantastique. Moi je suis ravi d'être passé par là, mais il y a des choses que je ne referai plus, absolument pas. Je me souviens avoir complètement craqué sur un pot de beurre de noix de cajou, faites gaffe, hein, c'est du délire tellement c'est bon, mais c'est peut-être pas top pour la santé, en fin de préparation de compétition pour Musclemania en 2014 et j'ai eu vraiment un blackout, les yeux qui se ferment comme ça, du noir et j'ai fini le pot. Et le jour où ça m'est arrivé, et je vous donne toute l'histoire, donc voilà, vous l'avez en live, je me suis fait vomir parce que j'étais à 2 semaines de la compétition, c'était impensable d'absorber toutes ces calories avant la compétition. Je me suis dit, waouh, est-ce que je suis prêt à faire pour la performance? Et je me suis dit, ok, c'est cool d'avoir vécu ça, j'ai pris du recul et tout, on a fait la compétition avec mon pote Jonathan Palmieri. C'était incroyable, superbe expérience. D'ailleurs, on avait rencontré Antoine Fonbonne et Nevin sur place, donc j'étais concurrent avec eux. Antoine a fait une très bonne position d'ailleurs. Et c'était cool, mais je ne referai plus. Je ne referai plus, mais je suis ravi d'être passé par là. Je suis ravi de comprendre un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Donc non, tout mon respect pour les athlètes de bodybuilding. Je pense que le bodybuilding, au sens littéral, bodybuilding, construction d'un corps, c'est quelque chose qui devrait faire partie de n'importe quelle habitude de vie. Le but, c'est de construire son corps, d'entretenir son corps, de se sentir bien dans son corps. Je veux dire, vous n'allez pas vraiment bouger. C'est votre corps pour toute la suite. Hein, donc, vous avez intérêt à bien vous en occuper. Donc, non, j'admire à tous les niveaux, je respecte à tous les niveaux. Ensuite, je suis sûr qu'il y a des méthodes plus saines pour aborder le bodybuilding que ce qui se fait fréquemment, j'ai envie de dire. Et je ne dis pas ça par manque de respect pour mes collègues, parce que ça prend énormément de temps d'essayer de comprendre comment la santé peut fluctuer à travers une préparation de compétition. On peut parler d'aménorrhée, on peut parler dans ce qu'on appelle dans la littérature le manque d'énergie disponible, energy availability, on peut parler de la female athlete triad, qui est la triade de l'athlète féminine. Tout ça, c'est des trucs à considérer et je pense que les athlètes qui sont au courant de tout ça peuvent prendre ça avec un peu plus de recul. Il y a un truc que je trouve drôle, même si c'est pas forcément drôle, c'est les athlètes qui reprennent après la compétition, qui se disent bonne menstruation, genre tu vas retrouver tes règles enfin quoi. Parce que clairement c'est pas un état pour se reproduire, hein. L'état de une espèce de famine artificielle poussée sur la durée, c'est pas genre ouais super on va faire des enfants c'est le bon moment quoi. C'est pas du tout un signal biologiquement favorable à la reproduction. Donc bon, tout ça, ça vous parle certainement, ça m'a permis de détailler un peu. J'espère que j'ai pu donner un contexte à ta question qui pour moi n'était pas très spécifique, donc c'est pour ça que je suis parti un peu dans tous les sens.
Bonjour, répartition journalière de GPL. Je pense que tu parles de graisse polyinsaturée. Et si c'est le cas, je vais te donner ce que je pense. Je pense que c'est intéressant d'essayer de rester en dessous des 5 grammes par tranche de 1000 calories. Donc si tu manges 3000 calories, tu pourrais te dire, dans les graisses polyinsaturées, tu pourras avoir 15 grammes. Ça ne t'empêche pas de rajouter 50 grammes de graisse saturée à côté, ou du monoinsaturé également, euh, dans une moindre mesure. Mais je pense que dans l'ordre, il faudrait que parmi les graisses que tu aies déjà un ratio de plus de graisses saturées que de graisses polyinsaturées ou monoinsaturées, et que dans l'ordre, ce soit saturé en un, monoinsaturé type huile d'olive, les noisettes, c'est surtout par exemple des monoinsaturés aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de monoinsaturé? Bon, pour les personnes qui aiment manger des avocats, par exemple, pourquoi pas? C'est peut-être une catastrophe écologique, mais ça, c'est encore un autre critère. L'huile d'olive, par exemple, c'est des monoinsaturés. Et c'est tout à fait propre à la consommation humaine. Hein. Puis d'ailleurs, c'est tellement bon. Donc voilà, je suis biaisé pour ça. Mais essayez peut-être dans l'ordre de ne pas avoir trop de ces graisses polyinsaturées. Et ça dépend justement du coup de votre quota calorique, de maintenance, de maintenance calorique. Donc plus vous pouvez manger quelque part, plus quelque part vous serez capable de gérer une grande quantité d'énergie et plus vous aurez un peu de marge par rapport à ces apports. Donc moi je vais prendre encore une question. Euh, Bon, je vais en prendre encore deux parce qu'il y en a une qui est très rapide. Quel type de magnésium conseilles-tu? Je ne supporte pas le citrate, l'oxynylbisglycinate. Tu peux faire des préparations de légumes que tu fais cuire dans de l'eau et tu récupères l'eau. Des légumes feuillus verts, tu essaies de trouver la quantité de magnésium qu'il peut y avoir là-dedans. Puis un des rôles de l'eau, c'est justement cette capacité à se lier à différents nutriments. Et ça peut être le cas pour le magnésium. Et pour obtenir du magnésium directement via les légumes, tu peux faire ça. Ensuite, fais ce que tu veux avec les légumes. Si c'est juste une petite quantité de légumes, pas forcément des trucs que tu aimes trop, tu peux les utiliser pour le compost comme on peut faire nous, ou tu peux les consommer. Mais l'idée, c'est que justement, on va perdre une partie du magnésium avec une cuisson dans les légumes, mais on peut tourner ça à notre avantage et se dire cuire certains légumes qui sont riches en magnésium peut nous permettre de tirer le magnésium justement de l'eau. Donc ça, c'est une solution. Si tu tolères ni l'un ni l'autre, pense aussi que le magnésium est toujours dépendant. Je pensais que ça allait être court, mais je me connais. Bref. Le magnésium se lie avec l'ATP au niveau cellulaire. Donc tu ne peux pas prendre du magnésium et te dire tu es en train de jeûner, tu manges rien. Par définition, tu n'as pas de calories si tu jeûnes. Enfin, un jeûne complet, hein, donc après il y a des variantes. Mais tu ne peux pas avoir, alors que tu es en train de perdre de l'ATP au niveau cellulaire, une bonne capacité à maintenir du magnésium. D'ailleurs, tout ce qui stresse augmente les besoins en magnésium parce que justement il y a ce lien à la base, ce lien fondamental entre l'ATP et le magnésium. Donc vous imaginez vos cellules qui lient l'ATP et le magnésium et qui sont bien là à l'intérieur. Vous stressez un bon coup, il y a l'ATP qui dégage, puis le magnésium fait oh, bah, je pars avec. Quoi. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Et du coup, pense aussi à ton état actuel. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges de sorte à maintenir ton poids? Tous ces critères sont importants. Est-ce que tu manges en conscience ou tu es en train de manger en speed entre deux rendez-vous avec que des gens qui te stressent autour de toi? Peut-être que c'est ça. Et le magnésium en grande quantité aussi peut avoir un effet un petit peu bizarre sur la digestion. Donc attention aussi à la dose. Et l'autre question que je voulais prendre, multivitamine utile ou pas? Alors, en tout cas, pas comme une recommandation générale pour tout le monde. Ça, ce serait ridicule. Et puis, bon, bah, derrière, ce serait pour un vendeur de suppléments, pourquoi pas? Parce que derrière, le lien, tout converge vers combien d'argent il va gagner. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais si on veut donner des conseils spécifiques, qu'on établit une carence en tel et tel nutriment, et que le multivitaminé, entre guillemets, est spécifiquement adressé à la personne pour pallier à ces problèmes-là, ça semble être une approche intéressante. Cela dit, je ne pense pas que régler ça par une pilule miracle magique comme ça soit une bonne approche. Je pense que la plupart du temps, il vaut mieux regarder vraiment les problèmes sous un aspect plus durable et un aspect de compréhension. J'aime bien dire que les personnes qui perdent du poids et qui reprennent du poids sont celles qui apprennent le moins. Pas parce qu'une fois, cette expérience ne peut pas être intéressante, mais refaire la même chose en espérant un résultat différent, c'est pas tout à fait la meilleure philosophie. Si on se dit je mange comme de la merde, je fais pas attention à mon entourage, je fais pas attention à comment je dors, je m'en fiche si je suis sous des néons toute la journée, j'ai jamais une véritable lumière pendant la journée et puis finalement j'ai des horaires qui changent dans tous les sens et je me dis j'aimerais quand même aller bien, est-ce que je peux prendre un multivitaminé? Mais je ne veux pas dire qu'on s'en tape, mais franchement, il faut régler les fondamentaux à la base. D'abord, trouver une hygiène de vie. Pensez que vous êtes les seuls. Responsables, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, mais vous êtes les seuls responsables de votre propre santé. Ça veut dire que vous êtes les seuls à vivre dans votre propre corps pour tous les jours qui viennent. Donc, c'est pas du tout moralisateur. C'est une prise de puissance. Pensez à vous et ce que vous pouvez faire pour vous
pour votre santé, pour votre équilibre, pour avancer, pour avoir plein d'énergie, pour bien digérer, pour vous occuper de vous. Pas pour réagir parce que quelqu'un vous a dit perdre du poids, etc. Pour vous. Et une fois que vous avez ça, si à un moment vous êtes amené à prendre un multivitaminé, ok, mais dans une stratégie bien mise en place. Pas parce que quelqu'un vous a envoyé un mail avec voilà, prenez mon multivitaminé et puis il est soi-disant top. On s'en tape complètement. Si cette personne ne connaît pas votre vie, si cette personne ne peut pas avoir une réponse spécifique directement à votre problème, bon, bah voilà, le marketing, ça marche très bien. Mais méfiez-vous de ça. Pensez vraiment à vous dans un premier temps. Restez critique. D'ailleurs, des informations que je partage aussi, comparez avec d'autres. Essayez de vous dire quelles sont mes intentions. Essayez de comprendre les personnes. Et donc, faites-le très volontiers avec moi aussi. Je vous encourage à le faire. Voilà, je pense que ce sera ma dernière question. Je suis désolé, j'ai vu qu'il y en a plein d'autres qui sont sortis. Donc, bon, voilà, ça fait quand même un live où j'ai pu répondre à quelques questions. Je m'excuse de ne pas avoir été capable de répondre à tout le monde, mais un grand merci de l'avoir suivi. Il restera bien sûr pendant 24 heures. Je vais le repartager en story pour que peut-être 2-3 personnes puissent le trouver. Yo Seb, ça va? Et voilà, moi j'ai d'autres choses qui arrivent, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite tout de bon pour la suite. J'espère que ça va. Je ne sais pas exactement où vous en êtes, si vous êtes en France, etc., s'il y a un déconfinement ou autre. Nous, ça fait un petit moment qu'on peut quand même déjà bouger. Moi, je suis à peut-être ma 10e séance de musculation en salle. C'est un réel plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente reprise. En tout cas, tout de bon pour la suite. Ciao, ciao.